Welcome to the Still Digital Academy. The webinar Automating Production Logistics is hosted live by Ria Langkammer, Head of Marketing, Still Application and Services. Have a good time. Welcome, dear Still webinar participants. We are pleased that you have decided to spend your precious time with us. Soyez cordialement les bienvenus, chers participants au webinaire Still. On est ravis de voir que vous avez pris la décision de nous consacrer votre temps précieux. Aujourd'hui, on va parler de l'automatisation de la logistique en production. Si c'est là où vous souhaitez aller, dans les 35 minutes à venir, vous allez voir comment choisir le bon chemin pour y parvenir, car c'est là où ça se complique. Il y a toujours plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est un dicton ancien qui avait sa justification non seulement du temps de Rome, des empereurs et des papes plénipotentiaires. À l'époque, tout le monde a voulu profiter de cette belle métropole. Cela s'applique encore de nos jours, mais la ville de Rome aujourd'hui, c'est l'automatisation. Tout chacun souhaite s'y rendre et tout chacun doit s'y rendre en raison de la rentabilité. Bien sûr que ça joue un rôle en la matière, mais bien sûr, de son point de vue, tout chacun souhaite trouver pour lui le chemin qui lui permet de ne pas avoir de gaspillage en termes de temps, d'argent, d'énergie et de la main-d'œuvre. Donc, avoir de la production allégée, le lean production. Donc, pour y parvenir, il y a des chemins plus ou moins adaptés. Il y a l'automatisation de la logistique en production, là, les différents systèmes de transport à notre disposition. On a les chariots élevateurs, les navettes et les trains de remorque qui se déplacent selon des séquences récurrentes. Ça se prête à automatiser, mais vraiment tous les différents véhicules ou seulement quelques-uns. Et si je le fais, quel est l'impact sur mon infrastructure? Voilà, je déjà dit, il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome, pour trouver la meilleure solution pour vous et pour ne pas avoir de gaspillage. Aujourd'hui, on veut vous montrer quels sont les inconvénients, les avantages des solutions individuelles. On va vous démontrer à cet égard quelques exemples d'applications. Et j'ai invité des experts pour vous. Tout chacun a de l'expérience parce qu'il a déjà mené à bien des projets en matière d'intralogistique. C'est des vrais scouts pour trouver le bon chemin. C'est vrai, il se peut qu'ils s'emportent et qu'ils parlent avec trop de passion pour présenter leurs arguments, mais en les écoutant, bien, vous pouvez apprendre des choses et vous pouvez aussi intervenir en posant vos questions. Vous pouvez les poser dans le chat. On va répondre à toutes les questions. Si on n'y arrive pas, et bien plus tard, on va vous envoyer un récapitulatif de toutes les questions et les réponses qui vont avec. Et bien sûr, le webinaire peut être téléchargé et regardé sur notre site web. Alors, lorsque l'on parle de l'automatisation de la logistique en production, c'est toujours utile d'avoir d'abord une vue d'ensemble. Chez moi, la production se présente comment? Il se peut que ça se présente comme on le voit ici. À partir d'ici, vous avez le magasin de stockage grande hauteur avec des matières premières, des produits finis, du matériel d'emballage et devant, vous voyez une espèce de zone de transfert. Et en parallèle à l'allée de travail de chariot, il y a un magasin sous forme de rayonnage, par exemple, pour prélever des bacs en plastique. Et ici, devant, on a les zones de production. Il y en a qui sont exploitées manuellement, mais il y a aussi des machines de production qui doivent être approvisionnées automatiquement. Et vous voyez la zone d'entrée et de sortie là-bas. Après, il s'agit de bien organiser tout ça. Il s'agit de transporter le matériel du mieux possible en termes d'efficacité et de sécurité. Eh bien, le principe de production allégée, le principe Lean, veut que l'on produise, qu'on transporte just in time. Comment y parvenir? Cela dépend du système de transport que l'on utilise et la manière dont on l'exploite, si ça se fait manuellement ou automatiquement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le système
automatisé. Alors, on va regarder quels sont les prérequis au niveau de l'entrepôt. Tout d'abord, pour que la marchandise puisse être transportée, elle doit être mise sur des supports de charge. Normalement, on a des palettes, on les voit là-bas. On a les chariots qui sont là-bas. Et puis, il y a ça là dans des hauteurs différentes. Par exemple, des packs à remplir avec de petites pièces et des caisses grillagées. Et pour le transport automatisé, là aussi, il y a de différentes possibilités. Par exemple, les chariots élévateurs. Là, vous voyez un chariot à mât rétractable en action. Il transporte des palettes, des caisses grillagées et il peut enlever jusqu'à une hauteur de 10 à 13 mètres. On voit aussi ici des véhicules plus petits. Ce sont des gerbeurs et souvent on les utilise pour les petits trajets de transfert horizontaux. La deuxième option, nous avons les navettes, les si nommées tortues. Alors, elles se glissent sous support et après déplacent la marchandise sensible. La troisième option, on va le voir immédiatement, ce sont les trains de remorque. Alors, le principe est simple. Un tracteur tire un ensemble de remorques et là, on peut les charger avec des charges différentes pour le transport combiné parce qu'il s'agit de ça. Du matériel doit être déplacé en parallèle. Alors, les différents supports de charge, est-ce que chaque système est à même de répondre aux exigences en matière d'automatisation de la logistique en production? Comment évaluer quelle est la meilleure solution pour vous? Il y a des critères que l'on peut définir à cet égard. Donc, on va regarder de plus près les points de collecte et de dépose dans l'entrepôt et dans la chaîne de production. La question qui se pose est la suivante. L'équipement de transport, est-ce qu'il faut une infrastructure spéciale à cet égard afin d'organiser les points pour la collecte et la dépose? Alors, ça veut dire quelle est la taille de l'espace nécessaire et est-ce qu'il y a un investissement supplémentaire pour l'équipement? Et puis, il y a la question de l'espace de stockage tampon. Qu'est-ce qu'il faut comme espace pour stocker temporairement le matériel en rotation? Ça peut jouer un rôle notamment lorsqu'il y a des petits stocks de production nécessaires pour une production. Un autre critère important, c'est l'emplacement du point de collecte et de dépose. Alors, dans la production, les dimensions de machines, les stations d'assemblage ne définissent non seulement l'espace nécessaire pour la station de collecte et de dépose, mais aussi son emplacement exact. Et à quel point est-ce que l'AGV pénètre vraiment à l'intérieur de la zone de production? Donc là, il faut regarder la compatibilité de la charge. Alors, est-ce que l'AGV est en mesure de manutentionner de différentes charges, de différentes tailles, de différents points? Puis, il y a ce point important de la lean production. Alors, quel est le système d'AGV qui puisse vraiment réussir le séquencement, le planning du séquencement et le flux de la production? Et puis, ce qui est aussi important pour la prise de décision, c'est le point du transport. Combien de trafic est-ce que je crée avec ma flotte d'AGV dans mon entrepôt? Et un point très important, le prix. Ça coûte combien le système d'AGV en relation avec la charge que je vais transporter? Donc, quel est l'AGV le plus à même? Alors, entre les chariots élévateurs, navettes, trains de remorque, il faut choisir. Et c'est aujourd'hui un véritable concours de jeu. Alors, vraiment, les experts peuvent entrer dans l'arène. C'est, comme si c'était un jeu. On donne 10 minutes à tout chacun. Ils vont tout donner pour vous convaincre, pour vous démontrer le meilleur chemin pour atteindre la cible. Alors, on se prépare à l'automatisation de la logistique en production. C'est plus qu'un jeu. Je vous présente d'abord mon premier expert pour lequel une vie sans les chariots élévateurs automatisés ne serait pas imaginable. Noé Famberg. Bonjour Réa, bonjour à vous tous. Et puis un deuxième acteur,
C'est quelqu'un qui, enfant, a joué aux Tortues Ninja. Maintenant, il est expert en la matière pour les navettes. Bonjour à vous tous. Et puis, Monsieur Herbert Fischer, directeur des tracteurs marque automatisés. Enfant, il avait sa maquette, un grand réseau ferroviaire. Maintenant, il fait ça en réel. Bonjour tout le monde. Bonjour Réa, bonjour à vous tous. Voyons voir ce que nous allons réaliser. En départ, alors Noé, comme le chef de solutions automatisées, tu es le premier à tenter ta chance, voir combien de points tu peux remporter. Merci beaucoup Réa. Je vais essayer de faire vraiment de mon mieux. Donc voyons. Donc voici, me voilà dans l'arène. Donc mesdames et messieurs, afin de pouvoir vous convaincre des avantages d'une automatisation à base de chariot élévateur, laissez-moi d'abord vous présenter mon héros préféré de l'entrepôt, l'élévateur à main rétractable automatisé. De manière générale, mettre à niveau un processus logistique manuel avec des équivalents en élévateur à main rétractable automatisé semble assez simple et intuitif en fait dans la manière de faire. Et bien sûr, il y a tout un tas d'avantages qui se présentent, mais tout d'abord, essayons de nous intéresser de plus près à la machine à proprement parler, que vous voyez ici. Donc, le chariot manuel de base a été mis à niveau avec un kit d'automatisation et une panoplie de capteurs dont les données sont traitées dans ce cerveau, ici en haut, pour que le véhicule puisse manœuvrer et agir et transporter les différentes charges à travers l'entrepôt. Donc, ce type de chariot élévateur réalise vraiment son potentiel maximum quand il combine une levée de grande hauteur et des charges à la fois lourdes et variées. Quelquefois, nous avons également des tâches plus simples à remplir. Donc, enlevons maintenant ce chariot élévateur à main rétractable parce que nous avons également une version plus compacte d'un chariot élévateur automatisé pour les différentes utilisations. Et ici, vous voyez donc ce très beau modèle produit en série, le gerbeur à haute levée. Donc ces gerbeurs à haute levée peuvent donc ont une hauteur de levage de 2 à 3 mètres. C'est un peu moins, bien sûr, qu'un chariot élévateur à main rétractable, mais c'est une machine qui est produite en série avec directement intégré les fonctions d'automation. Venons-en maintenant à nos robots, mettons-les dans leur habitat naturel, mettons-les dans notre entrepôt. Et si vous regardez de plus près dans ces rayonnages, donc dans notre entrepôt, que doivent les machines faire? Donc ici, vous avez tout le système de rayonnage en haut. Il faut que des marchandises en sortent, il faut que des marchandises soient transportées vers les différentes lignes de production. Et dans les lignes de production ou au long de ces lignes, il y a des stations de transfert, vous les voyez ici en violet, qui sont bien situées le long de l'allée de circulation. Vous voyez les bleus également qui sont plus intégrés dans les lignes de production elles-mêmes. Et vous voyez tout un tas de rayonnages sur le côté d'approvisionnement, les tâches en cours, etc. Donc voilà, le décor est planté. Ça, c'est le challenge. Et maintenant, comment notre solution à base de chariot élévateur va-t-elle se classer selon les différents critères de jeu? Donc le premier critère, c'est les postes de remise de marchandises, leur infrastructure, dont nous avons besoin aux côtés de l'entrepôt. Donc ici, vous voyez une belle animation où un chariot tridimensionnel pour aller très étroite, un VNA, déstocke le produit, sépare l'emballage, les matériels, puis les dépose au sol.
ou peut aussi les stocker en attente sur plusieurs niveaux d'un rayonnage en porte-à-faux. Et ce qui est bien, en fait, c'est que très souvent, dans les entrepôts existants, de telles sortes de postes de transfert existent déjà. On peut donc également les utiliser pour des opérations automatisées. Et c'est pour cela qu'on peut donc on peut arriver au zéro coût supplémentaire. Si on s'intéresse maintenant plus au poste de transfert dans la production, et bien là, on voit que la solution à base de char élévateur a une grande flexibilité et a beaucoup de possibilités de dépose et de reprise des palettes. Vous voyez ici sur le rayonnage, ils peuvent déposer les charges par terre ou sur un petit convoyeur pour une cellule robotisée ou pour un stocker. Il y a beaucoup d'interfaces que l'on peut utiliser et cela résulte donc dans une flexibilité qu'un tel VNA peut vous fournir. En plus, et c'est un deuxième critère, vous voyez que ce véhicule propose également beaucoup de stocks tampons que vous pouvez redimensionner horizontalement sans engager trop de frais. Mais vous pouvez également les élargir à la verticale en empilant ou en stockant plusieurs charges les unes sur les autres dans votre entrepôt. Et ce stock tampon est un grand luxe, d'après moi, c'est une grande qualité parce que cela vous permet de découpler la production de l'entrepôt. Vous avez plus de flexibilité et vous avez la possibilité d'entreposer de modulariser votre gestion des stocks. Vous avez beaucoup d'unités de gestion de stock que vous pouvez transporter tout au long de votre ligne de production en fonction de vos besoins. Le troisième critère maintenant, c'est l'endroit, le point précis, le point de collecte et de dépose précis de ces véhicules. Donc nous avons vu qu'il y a des rayonnages, il y a des stockages tampons tout au long de l'allée de circulation, mais il y a également, en fonction des endroits et de la consommation, il y a également la possibilité d'avoir des points directement dans la production. Et là, vous avez un très bel exemple où le chariot élévateur peut directement entrer dans la production et amener les palettes où on en a en fait besoin. Prochain critère, donc c'est la compatibilité avec les différents types de charges. Donc, combien de différents types de palettes peut un véhicule manutentionner? Et là, on voit que vite qu'une solution à base de fourche, donc par exemple avec des configurations de fourche étroites et la possibilité d'également adapter les fourches, eh bien, on est beaucoup moins dépendant du type de palette utilisée comparé aux autres solutions. Et pour cela, je pense que l'on peut dire tout à fait que ces chariots élévateurs à marée à table peuvent très bien gérer les différents types de palettes. Donc, nous avons différentes applications, nous avons 30 ou 40 différents types de charges qui sont gérées par ce type de machine sans problème. Prochain critère serait donc le critère suivant, lequel on peut voir avec quelle légèreté nos véhicules ou systèmes s'intègrent avec légèreté dans ce qui existe déjà. Bien sûr, une solution automatisée modifie la fluidité, le contrôle que l'on a sur ces processus de manière positive. Vous avez une implantation optimisée des points de manutention et on peut donc le voir ici que notre système apporte vraiment un grand avantage. Et puis, si vous allez plus loin et vous voyez la façon de circuler et le comportement du système pour mettre en place un tel système, eh bien, vous voyez que vous avez beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de calme. Vous avez un système beaucoup plus prévisible, ce qui est un très grand avantage. Évidemment, réaliser ce type de système, il faut donc pour avoir assez de place, il faut avoir assez de place pour manœuvrer et comme ça, vous allez faire en sorte de ne pas avoir de collision, vous n'avez pas de machine qui roule trop vite et pour vraiment vous focaliser et rentabiliser votre temps. Dernier point, mais pas des moindres, on vient maintenant à la question du prix.
Eh bien là, nous avons certes une grande différenciation en fonction de la taille des véhicules. Nous avons les grands chariots élévateurs à marée rétractable qui sont plus puissants et qui ont plus de fonctionnalités. Et si vous regardez le volume de palette de notre exemple, là dont nous avons parlé, on parle là on va parler de 60, 65, 70 000 euros pour ce type de machine, alors que le grand frère de cette machine, eh bien on arrive plus ou moins au double de ce prix approximatif. Je pense que le prix à l'unité n'est pas aussi important, mais ce qui est le point le plus important et le message le plus important de ce premier webinaire que nous avons déjà lancé, bien sûr, l'analyse de rentabilité règne sur tout, donc il faut s'intéresser au retour sur investissement du système entier que vous prévoyez. Et la bonne nouvelle à ce niveau est que, et c'est la dernière chose que je vais dire, c'est que ce type d'application de logistique en production à base de chariots élévateurs, eh bien, ont un très bon retour sur investissement. On parle d'1,5, 2, 3 années. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'hésitation. C'est la route est toute tracée. Tu nous as bien convaincus. Jusqu'ici, tu étais très convaincant et on a reçu du feedback positif dans le chat. Mais je ne peux pas te garantir que ça soit suffisant pour remporter la victoire. C'est à voir, car le prochain expert, il a de l'expérience et il est ambitieux. Alors, Noé, ça va être chaud. Alors, Noé, s'il te plaît, pour le moment, va te rasseoir. Et Florian, la scène est à toi. Je vais maintenant vous présenter un chemin vers l'automatisation de la logistique de production sans devoir avoir de grandes machines et de grands investissements. Comme mon adversaire vient de le présenter, eh bien non. Je vais vous dire, eh bien, emprunter un chemin intelligent avec ce type de véhicule. Voici l'unique transpalette, également appelé une tortue, ou plus familièrement ce bon vieux transpal. Eh bien, ce véhicule que nous avons ici est si peu encombrant qu'il dépasse à peine les contours de la charge transportée. Nous avons la meilleure maniabilité et vous pouvez facilement accéder à quasiment toutes les positions de votre configuration. Mais intéressons-nous de plus près au véhicule. Donc le design de ce AGV est entièrement automatisé, donc c'est un peu la différence par rapport au chariot en marée rétractable. Donc on n'a pas du tout une idée de pouvoir le manœuvrer de manière manuelle, avec tous les différentes composantes automatisées qui sont directement installées dans le véhicule. Les capteurs de sécurité qui sont montés en diagonale font en sorte que le véhicule ait un champ de sécurité de 360 degrés tout le temps, même et surtout en levage. Donc, un maximum de sécurité est assuré. Ces fonctionnalités de sécurité sont complétées avec d'autres fonctionnalités supplémentaires comme des clignotants, nous avons un arrêt urgence et bien sûr des avertisseurs sonores. Un mécanisme de levage intégré nous permet d'avoir une capacité, donc de pouvoir prendre les charges, les monter et les acheminer jusqu'à leur destination. Nous avons une capacité de charge de cette beauté de entre 1 à 1,5 tonnes. Voyons maintenant quel est l'impact de cette machine sur le flux de matériaux dans notre scénario. Donc, nous partons des mêmes hypothèses, ou similaires en tout cas, de ce que nous venons d'entendre avant. Donc, nous avons déjà un entrepôt ici en haut. Nous avons plusieurs lignes de production qui existent déjà, ou du matériel, par exemple des produits semi-finis, sont nécessaires pour continuer à produire. Donc, nous transportons depuis l'entrepôt ou une zone tampon de préparation jusqu'au poste de production. Et donc, le transport horizontal, simple et direct, donc avec de petits changements peut-être au sein de l'entrepôt, avec de légères reconfigurations à faire dans l'infrastructure en distance. Vous avez donc ici les points de dépose, quelques points de dépose au long de l'allée de circulation, ou une position de production également vraiment très dans la profondeur de la chaîne de production, à côté de l'opérateur de chaîne. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi le transpalette est la meilleure solution. Parce que dans la zone de transfert de l'entrepôt, il faut seulement avoir de petites applications. Cela dépend bien sûr de l'application que vous allez utiliser
utiliser. Bien sûr, on doit avoir des charges sous lesquelles on puisse passer pour pouvoir les soulever. Donc, on a besoin de petits chariots du type trolley, par exemple, ou de supports mécaniques pour que les transpalettes puissent passer en dessous. Et cela dépend bien sûr de la charge que vous voulez prendre. Ici, dans notre solution, nous avons opté pour un mélange entre le transport direct de palettes avec des supports mécaniques que vous voyez ici dans la première rangée après l'entrepôt et un transport indirect par de trolley dans la deuxième et troisième rangée après l'entrepôt. Afin de vraiment atteindre chaque position, il est important d'avoir que les positions de transfert soient accessibles à travers l'allée centrale. Nous avons également des rayonnages automatisés. Je peux vous dire que vous allez avoir un énorme gain d'efficacité si vous combinez ces véhicules avec un rayonnage automatisé. Pourquoi? Eh bien, regardons de plus près ici. Donc ici, nous avons la zone tampon frontale, directement en face de l'entrepôt, mais elle peut également être intégrée dans l'entrepôt, parce que les transpalettes peuvent se déplacer à toute position au niveau du sol et déposer la palette où il faut. Il faut bien sûr que les chariots pour allée étroite ne passent pas directement, ne doivent pas toujours aller jusqu'au bout de son allée. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Le découplage, prochain point, les stocks tampons, donc ce découplage entre entrepôt et ligne de production peut être réalisée ainsi. Donc on voit également ici, même très proches les uns des autres. Mais ça, bien sûr, toujours au même niveau. Vous voyez ici qu'il n'y a pas d'installation fixe, donc vous avez une flexibilité absolue. Avec le même principe, vous pouvez planifier ces espaces tampons comme il le faut, peut-être sur un autre point de votre production. Mais je vais être honnête, dans la majorité des cas, on ne veut pas avoir des zones tampons supplémentaires parce qu'il faut avoir un flux fluide pour pouvoir assurer une production en continu. Cela peut également être réalisé en mettant en place un système à 2 baies en transfert de production. Dans cette zone de transfert vers la production, vous allez réussir une accessibilité optimale par rapport aux autres solutions, même dans la profondeur de la ligne de production jusqu'au contact avec l'opérateur. Les raisons en sens sont très faibles, encombrement, parce que c'est comme si uniquement la palette seule se déplaçait dans la zone de production. En plus, vous avez une maniabilité parfaite, suivant les lignes d'un quadrillage numérique. La flexibilité est un autre point, donc pas seulement la flexibilité du véhicule lui-même, mais également la flexibilité des points de transfert. Donc si vous voulez modifier ces points de transfert, il n'y a pas de souci. Donc à l'heure actuelle, dans la zone dans la production, il y a certains concepts qui font le buzz, comme de petits lots de production, une production modulaire, etc. Et cela, vous pouvez le réussir avec cette solution, avec une adaptation logicielle très petite. Vous allez adorer cela. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir d'accident au travail parce que quelqu'un trébuche au-dessus de la machine parce qu'il ne la voit pas. Non, il y a des dispositifs de sécurité ainsi que des mesures organisationnelles qui font en sorte que les interactions homme-machine sont fiables. Même sans palette sur le véhicule sera vide. D'accord, parlons maintenant de la compatibilité avec les différents types de charges. Regardons de plus près ce véhicule. Donc on voit que l'interface avec la charge doit bien sûr être prise en considération pendant la phase d'ingénierie. Il faut que le véhicule soit adapté à la charge. Donc vous avez un petit véhicule qui, par exemple, doit transporter des europalettes. Eh bien, cela peut faire en sorte que seulement une seule partie de l'europalette soit supportée. Et cela va poser un problème de fiabilité et de sécurité de ces transports. Mais si on a cette restriction à l'esprit, eh bien, vous pouvez quand même transporter différents types de charges, que ce soit au niveau de la taille ou de la charge, avec un même véhicule, avec un contact sûr entre la charge et le véhicule. Nous avons les champs de sécurité qui sont adaptés en fonction de la charge et de sa taille en temps réel, même pour des charges qui sont beaucoup plus grands que le véhicule lui-même. Et en termes de ses capacités de s'intégrer dans une production allégée ou lean, eh bien, un transpalette s'intègre très très bien. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire.
Le Just-in-Sequence, la livraison de type Just-in-Sequence ou le Just-in-Time, ainsi qu'une planification et optimisation des itinéraires de type chaotique et dynamique peuvent être réalisés. On peut éviter même les déplacements à vide. Les transpalettes prennent toujours la route la plus directe vers leur destination sans détour. Les commandes de transport reflètent directement les commandes de vos clients et on minimise ainsi les temps à vide. Et tout cela sans installation ou programmation complexe. Donc, mesdames et messieurs, ce sont quand même de bons avantages pour une production lean, non? Et suite au fait que les transpalettes sont plus petits que les chariots élévateurs, bien sûr, ces transpalettes ne peuvent avoir qu'une seule charge. Donc, il faut avoir un certain nombre de chariots de ce type de véhicule pour pouvoir continuer à transporter. Ils sont très compacts. Mais cela n'est pas très grave, je trouve, parce que les véhicules sont tellement petits, bien qu'il en faut plusieurs, et intelligents, en plus, ils sont, et je l'ai déjà dit, donc j'ai déjà parlé qu'ils sont très compacts. Eh bien, donc on a besoin de moins d'espace. Donc dans les temps morts, dans la production pour les week-ends, eh bien les véhicules disparaissent quasiment. Ils sont rechargés dans les espaces un peu cachés, soit même directement dans l'entrepôt. En plus, le prix moyen d'un appareil est très concurrentiel, on va dire. Eh bien, je vais vous le donner, ce prix, parce que c'est un chiffre très important. Donc, vous allez avoir le même nombre de véhicules que de chariots élévateurs, de ce transpalette comme de chariots élévateurs, mais plus que dans le cas d'un train de remorque, mais grâce aux dimensions réduites et aux gains d'échelle liés à une plus grande diffusion des transpalettes, eh bien, on parle d'environ 25 à 45 500 €, juste pour vous donner une fourchette. Donc, on a vraiment un prix beaucoup moins élevé que celui d'un chariot élévateur et beaucoup moins élevé que celui d'un seul train de remorque. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est bien une logistique de production à base de transpalettes automatiques qui vous offrira les meilleures perspectives de réussite. D'accord, merci Floria. Eh bien, je pense qu'il y avait des choses pas mal dans ce que tu viens de dire. Mais maintenant, Florian, c'est le grand expert pour le transport lean par train qui va monter dans l'arène, le grand Herbert Fischer. Et je sais, il déteste perdre au jeu. Oui, mais ça, c'est son problème. Oui, je pense aussi. Merci, Florian. Donc, Herbert, tu connais les règles du jeu. Ça y est, c'est ton tour. Merci, Réa. Bon, mesdames et messieurs, je ne vais pas dire que mes adversaires vous ont conduit sur la mauvaise voie, mais d'après moi, l'objectif central de l'automatisation d'une production est d'organiser le flux de matériaux de manière aussi fluide que possible. Prendre le chemin que moi je préfère va certes vous demander plus d'efforts au début, mais à la fin, vous pouvez vous détendre pour tous les temps que vous voudrez. Nous allons donc voir si vous voulez automatiser ces différents points à travers des trains de remorque individuels. Cela veut dire que le conducteur doit aussi assurer la manipulation des charges. Mais si vous intégrez la gestion des charges également dans le chariot tracteur et que vous automatisez le tout, eh bien, on peut tout automatiser également la manutention des charges. Mais qu'est-ce que donc un train de remorque manuel? Donc, vous avez d'abord un chariot tracteur et différentes remorques avec un total de 5 tonnes de charges qui peuvent être tirées, donc environ 1 tonne supplémentaire par remorque. Et pareil que pour les autres AGV, donc on a un kit d'automatisation, les mêmes composantes qu'un chariot élévateur. Vous connaissez déjà l'arc, vous connaissez ces composants aussi des chariots pour conducteurs accompagnants, mais c'est les mêmes. Et la vitesse maximale de ce type de chariot, c'est 2 mètres par seconde. Et automatiser un chariot standard, c'est la meilleure façon parce qu'ainsi vous pouvez altérer entre conduite automatisée et manuelle. Ça peut être un grand avantage pour développer vos processus d'automatisation. Le châssis est équipé d'une plateforme à rouleau et peut gérer différents types et tailles de charges, est alimenté et piloté directement par le chariot tracteur. Bien sûr, il y a des capteurs
installés pour détecter s'il y a une charge ou pas. Donc, voyons maintenant ce qu'il en est du scénario. Comme je l'ai dit, l'approche allégée Lean est la meilleure façon de le faire. Je pars donc du principe que nous avons déjà un long historique d'essayer d'améliorer les efficacités. Nous avons déjà des transports qui ont été groupés. Tous les points de transfert et postes de production sont définis accessibles par l'allée principale. Donc, vous les voyez ici en violet. Voilà. Donc, directement sur l'allée centrale de circulation, nous n'avons pas de chaîne de production dans une impasse. Nous connaissons la consommation en produits et nous sommes maintenant sur le chemin de quitter le just-in-time pour aller vers le just-in-sequence. Maintenant, nous voulons prendre la prochaine étape. C'est-à-dire que nous avons des conteneurs qui sont bien plus lourds que 500 tonnes ou même des conteneurs non standards que nous essayons d'intégrer peut-être maintenant dans notre production. Nous prenons une étape peut-être plus grande, nous essayons vraiment d'automatiser toute la conduite, tout en conservant la manutention manuelle des charges à base de trolleys. Ou nous prenons l'étape complète en ayant vraiment un système de tri par convoyeur automatisé. C'est sur ce que nous voulons nous focaliser. Donc moi, je vais vous dire pourquoi les trains de remorque sont la seule façon de réaliser cela. Nous voulons avoir quasiment pas d'opération manuelle tout au long de notre processus. Eh bien, il nous faut donc installer un système de tri par convoyeur automatique pour que tous les trains de remorque soient dans le bon ordre et chargés dans le bon ordre. Ça peut coûter plus cher au début, mais c'est une possibilité d'avoir un très petit stock tampon et des rayonnages strictement ajustés aux besoins. En plus, concernant l'entrepôt, nous avons donc un entrepôt entièrement automatisé pour fournir des palettes complètes, ainsi qu'un véritable petit supermarché en quelque sorte sur roue, composé de bacs remplis de pièces. Nous livrons directement aux chaînes de production sous forme de rack mobile. Nous n'avons pas besoin de stock tampon en fonction des chiffres de consommation et puis la planification d'itinéraire précise en suivant l'approche Lean. Nous essayons d'avoir le moins de stock possible et nous intégrons également le principe des 2 boîtes. Nous allons mettre en place un approvisionnement de production selon une approche just-in-sequence. C'est ce que vous voulez réaliser. Eh bien, nous avons juste besoin d'un peu plus d'espace pour les points de transfert, mais nous n'avons pas besoin d'un espace de manœuvre parce que nous allons toujours rester sur l'allée centrale. Et nous avons là un accès direct à toutes les stations de transfert par l'allée centrale. Nous pouvons ainsi combiner la dépose et la collecte des conteneurs en une seule tournée. Si jamais il y a une panne de système, eh bien, nous pouvons également manœuvrer de manière manuelle pour échanger les conteneurs de manière manuelle. Pour ces stations de transfert dans les lignes de production, nous n'avons pas besoin d'alimentation et de commande parce qu'elles sont assurées directement par le chariot tracteur. Il n'y a quasiment pas de restrictions pour la compatibilité des charges, à part pour des objets en chevauchement excessif. Ça, c'est le seul point. On peut avoir des europalettes, on peut charger des bacs, on peut les amener où on veut. Donc, concernant cette idée Lean, je pense que toute entreprise entrant dans une telle démarche se retrouve à un moment ou à un autre face à cette solution à base de train de remorque. Donc, parce que cela peut assurer donc, les flux de production séquencés et synchronisés pour savoir où on a besoin de quoi à quel moment. Et avec cette approche Lean, on peut donc justement avoir un flux de production séquencé et synchronisé. Vous avez déjà cette collecte et de données qui est faite. Donc, on a une réelle réduction du trafic qui en résulte et on optimise les transports groupés et on peut ainsi augmenter l'efficacité en une seule tournée. Combiner maintenant ces différentes routes, donc tout cela peut être en dynamique ou en statique, peu importe, et c'est ainsi qu'on peut donc avoir différentes approches plus efficaces. J'ai parlé du Lean. J'ai surtout les MUDA, donc les tâches nécessaires, mais sans valeur en ligne. Ainsi, sans valeur ajoutée, on peut vraiment les réduire, ces tâches nécessaires, mais sans valeur ajoutée, si on combine ces approvisionnements et collectes en une seule tournée. Le mode de transport groupé, nous avons donc moins de circulation, moins de trafic dans notre production. Mes collègues ont besoin d'environ 15 véhicules, donc on a beaucoup de circulation dans les 2 sens dans ce cas-là. Et la même quantité de matériel peut également être manœuvrée par seulement 3 trains de remorque. Nous avons ainsi un gain de sécurité pour tous les employés partout sur le site de production. Bien sûr, le prix
vous intéresse, je le sais, et le prix n'est pas allégé, on va dire, et pas vraiment petit. Mais ce n'est qu'au début que vous allez investir fortement, oui, par unité, certainement, également dans l'installation, mais ce n'est pas si grand que ça, vu que vous avez besoin de moins d'unités pour pouvoir réaliser vos projets par rapport à d'autres systèmes. Donc, mesdames et messieurs, croyez-moi, la meilleure façon pour automatiser ces logistiques en production sont les trains de remorque. Merci. Eh bien, moi, je te remercie. Mesdames et messieurs, ça y est, on vient d'écouter tous les arguments et maintenant, il va falloir choisir celui qui remporte le prix. Quelle est l'option la plus adaptée pour l'automatisation de la logistique en production chariot-élévateur? Je pense oui. Navette de type tortue. Tout à fait. Train de remorque. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Eh bien, on va voir maintenant. On regarde les critères d'évaluation que j'avais évoqués tout au début. C'est un peu comme aux Jeux olympiques. Il faut marquer des points dans de différentes disciplines. Et aujourd'hui, voilà, chers participants, voilà, les points qu'on a retenus, ça va avec notre sujet, c'est les palettes. Alors, 3 palettes pour ce qui est le mieux adapté. 2 palettes, ça pourrait être utilisé, mais il y a des points à revoir. Oui, une palette, c'est à peine satisfaisant. Alors, on regarde comment on vous a jugé. On commence avec le premier critère, c'était l'infrastructure de collecte et de dépose. Alors, quel est le système qui demande le moins de changements du point de vue de l'infrastructure? On regarde le résultat. Il y en a déjà qui rigolent par rapport à ce sujet. C'est le chariot élévateur qui arrive en tête. Parce qu'il ne faut pas installer du matériel supplémentaire, il ne faut pas changer l'infrastructure. Mais je dois dire que là, notre petit train de remorque n'a qu'une palette. Oui, enfin, le train de remorque nécessite un grand nombre de convoyeurs et beaucoup de stations de transfert. Mais même les transpalettes nécessitent des installations, que ce soit des supports manuels, par exemple, pour les grandes charges. Mais c'est le jeu, je dois accepter ce point. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux répondre? Maintenant, c'est le critère de l'espace de stockage tampon. Alors, quel est l'espace nécessaire? Moi, il en faut mieux c'est. À nouveau, on regarde les résultats. C'est encore le chariot élévateur. Il a 3 palettes pour sa capacité de stocker, d'aller jusqu'à une hauteur de 5 niveaux. Comme ça, on peut intensifier l'utilisation de l'espace dans l'entrepôt. On regarde donc les 2 autres, c'est kiff-kiff. Il y a des explications? Eh bien, la hauteur est décisive. Le transpalette peut certes créer des stocks tampons, mais seulement sur un seul niveau. Donc, si un stock tampon plus important est nécessaire, eh bien, on a besoin d'une surface plus grande au sol. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les trains de remorque d'Herbert. Je ne veux pas avoir d'espace tampon, de toute façon. Ah, c'est comme ça? Donc, cela ne m'intéresse pas. D'accord. Maintenant, le critère suivant, on va voir. C'était l'emplacement de collecte de dépose. Qu'est-ce qu'il faut à titre d'espace pour faire la manutention? Moi, il faut de l'espace, mieux c'est. Pour la première fois, c'est notre navette type de tortue qui gagne. Super. Ça fait sens, non? Parce que les navettes ont exactement la taille de la charge elle-même. Donc, c'est facile pour les manœuvrer. Ils peuvent entrer dans les lignes de production. Là, ils peuvent aller là où ils doivent aller. C'est très efficace. Herbert
Encore moi? Je suis désolée, encore juste un point pour toi. Est-ce qu'on a une explication à cet égard? Disons que l'heure de gloire viendra, même pour les plus petits. Mais bon, blague à part, les trains de remorque sont conçus pour réaliser les transports regroupés d'une certaine longueur. On ne veut pas seulement transporter une seule palette, cela ne nous intéresse pas. C'est pour ça que nous avons une certaine longueur, et voilà, c'est comme ça que c'est. Or, ce type de processus nécessite des points de transfert, mais ne nécessite pas d'aller aussi profondément dans la zone de production. Donc, nous restons sur les principaux axes de circulation. Donc, on n'a pas besoin d'entrer. Donc, de toute façon, les chariots élévateurs ont eux aussi un problème d'encombrement, donc même pas peur. Ok, on va voir quand il va y avoir les résultats à la fin. Il y a un autre critère qui est important et c'est la compatibilité de la charge. Alors, ça veut dire, est-ce qu'un véhicule est capable de manutentionner des différents types de charges avec des différentes tailles, des différents poids, quand même? Je pense que là aussi, il se dégage une tendance claire parmi les solutions présentées aujourd'hui. Et je pense que les véhicules équipés de fourches gèrent très bien les différents types de palettes. Il faut certes planifier un peu en avance, mais les fourches permettent de transporter une grande variété de charges. Oui, Noé, c'est pas avec moi que tu dois jouer. C'était à moi d'expliquer ce que tu viens de dire. Maintenant, sur ma liste d'évaluation, j'ai le sujet de la production lean. Alors, va de pair avec ça la question suivante. Quel est le système le mieux adapté pour catalyser, améliorer et continuer la production lean, tout ce processus pour le séquencement, la planification, le flux de production. Herbert, c'est toi qui as gagné. Arrive. Noé, encore juste un point. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que, bon, Florian, à chacun son dû. Hein? Je pense que les trains de remorque est très efficace pour regrouper et planifier les itinéraires séquencés. Et on arrive ainsi à faire entrer dans l'entreprise cette idée du lean management. Donc, je pense que les 3 palettes sont vraiment là où il faut être. Donc, tu peux en être fier, Hubert. Alors, c'est donc bien, ça nous amène directement à un autre aspect important et c'est le transport. Pour choisir le meilleur système pour votre application, il faut que vous sachiez quel est le transport qui sera engendré par la flotte des AGV. Est-ce qu'il va y avoir des embouteillages? Bien sûr, ça va aussi avoir un impact sur la sécurité et c'est important dans un entrepôt, notamment lorsqu'il y a à la fois des gens qui travaillent et des machines. Et on va regarder les résultats. Oula, Herbert, 3 palettes pour ton concept. Tu rattrapes. Eh bien, on sait bien pour quelles raisons. Il y a moins de véhicules nécessaires pour transporter la même quantité de matériel. Et voilà, c'est pour ça que c'est bien compatible. Chariot élévateur, navette du type tortue se heurtent vite à leurs limites, Noé. Eh bien, oui, enfin, c'est évident. Les véhicules ont une certaine taille. Donc, ils n'ont qu'une seule charge qu'ils peuvent transporter. Donc là, encore une fois, c'est pour ça que je pense que Herbert a un léger meilleur résultat cette fois-ci. D'ailleurs, la différence ici par rapport aux chariots élévateurs, et c'est pour ça que les transpalettes ont une meilleure performance sur ce point, c'est en raison de leur faible encombrement. Comme j'ai dit, c'est plus sexy de pouvoir aller partout dans les locaux d'un client. Donc, oui, mais tu génères un trafic 5 fois plus élevé qu'avec un train de remorque. Bon, d'accord. Merci. Avant d'évaluer le dernier critère sur ma liste, on regarde
sur le résultat actuel. Alors, élévateur 13, navette type tortue 12 et pour le train de remorque, c'est la même chose. Oula, ça va être juste, ça va être chaud. Il faut qu'on parle aussi d'un sujet important, évidemment, et c'est l'argent. Alors, ça coûte combien par machine? Ça coûte combien de déplacer une palette? Où est-ce que l'on a la meilleure efficacité en termes de coût-prix? Alors, on regarde pour le résultat. D'accord. À notre surprise, c'est encore quasiment la même chose. 2, 3, 3. Noé, est-ce que tu peux interpréter les résultats, s'il te plaît? Eh bien, je pense que tous les véhicules, et c'est ça la bonne nouvelle, offrent une solide rentabilité et ont de très bons avantages. Et comme Florian l'a déjà mentionné, eh bien, les transpalettes ont une taille beaucoup plus réduite qu'un chariot élévateur et cela résulte donc également dans un investissement frontal inférieur. Mais avec la solution d'Herbert, eh bien, avec l'infrastructure, on doit plus investir, mais avec une seule machine, vous pouvez transporter donc évidemment plus de charges en une seule fois. Donc je pense que les résultats sont donc parfaitement justifiés. Merci Noé. Eh bien, mesdames et messieurs, ça y est. On s'est occupé de tous les critères. On a identifié le meilleur chemin vers l'automatisation de la logistique en production et qui a remporté le Grand Prix. Wow! Eh bien, je dois dire que je suis surprise parce que ça fait un pacte en fait, Herbert, Noé, Florian. Il n'y a pas la voie royale vers le succès. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Pour moi, c'est une surprise. Bon, pour vous, oui. Mais finalement, il est évident que tout dépend toujours de l'utilisation que l'on veut en faire, des critères auxquels vous donnez la priorité en tant que client. Et si vous regardez de nouveau le tableau des résultats que nous avons mis en place, cela permet vraiment de vous donner une orientation pour voir quelle était la situation dans mon entreprise et où veux-je aller. Quel est mon objectif? Quelles sont les étapes vers une production lean, par exemple, que je dois réaliser? Si vous pouvez changer ces processus pour planifier les itinéraires, eh bien là, le train de remorque a certainement ses avantages, mais de l'autre côté, il a aussi des désavantages que l'on peut éviter à travers les deux autres solutions. Donc, les autres scénarios ou possibilités d'utilisation. Donc, on peut dire en résumé eh bien, que nous avons 3 très bonnes solutions, très performantes, où vous, chers clients, et nous espérons pouvoir vous guider sur ce chemin vers une solution idéale d'automatisation de votre logistique de production. Mesdames et messieurs, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome. Et on a vu aussi, il y en a plusieurs pour arriver vers l'automatisation de la logistique en production. Pour ce qui est de votre choix de chemin, ça dépend de ce que vous voulez atteindre. Moi, j'aime ça. La perspective que moi je préfère, c'est celle-ci.